Il y a, dans le monde des sports de combat, des trajectoires qui semblent écrites d'avance. Des enfants plongés très tôt dans la compétition, façonnés dès l'adolescence pour devenir des machines de guerre. Et puis, il y a ces histoires, beaucoup plus improbables, celles d'hommes qui n'étaient pas destinés à combattre et qui finissent pourtant par s'imposer au sommet du monde. Cyril Gane appartient à cette seconde catégorie, parce que oui, rien ne prédestinait ce jeune garçon timide de La Roche-sur-Yon à devenir l'un des visages les plus fascinants du MMA mondial, le premier français de l'histoire à avoir porté une ceinture de l'UFC. Avec sa mobilité hors norme pour un homme de plus de 110 kg, son striking d'élite, son intelligence de combat et cette fluidité presque irréelle dans une catégorie dominée par la puissance brute, celui que l'on surnomme le bon gamin a fait entrer les poids lourds dans une autre dimension. Là où beaucoup ne voyaient que des masses prêtes à s'éteindre sur un seul coup, Cyril Gane a imposé une autre idée du combat, plus mobile, plus fine, plus moderne. Et pourtant, derrière l'image du prodige, l'histoire est loin d'être linéaire. Parce qu'avant de devenir l'un des meilleurs combattants de la planète, Cyril Gane, c'est une enfance marquée par la timidité, le bégaiement, l'échec scolaire et les galères. Un garçon qui découvre presque par hasard les sports de combat et qui atteint en quelques années les sommets de l'UFC. Une histoire qui aurait pu ressembler à un conte parfait, mais il y a eu la maladie, les critiques, la pression d'incarner à lui seul tout un pays. Il y a eu la rivalité avec Francis Ngannou, la défaite face à John Jones, les doutes, les remises en question, les étiquettes qu'on lui a collées, parfois avec une extrême brutalité. Oui, si son visage et son sourire transparaissent la tranquillité, son parcours, lui, n'a rien de tranquille. Et pourtant, Cyril est toujours présent, toujours légitime dans la conversation pour le sommet. Alors comment, cet enfant renfermé de La Roche-sur-Yon, longtemps prisonnier de sa propre parole, est-il devenu l'un des meilleurs poids lourds de sa génération ? J'ai jamais aimé la bagarre, j'ai jamais aimé les mauvais sentiments que pouvait apporter la bagarre. Comment un garçon qui n'a jamais vraiment aimé la bagarre a-t-il trouvé dans le MMA le terrain parfait pour exprimer son génie ? Comment celui qui a commencé les sports de combat si tard a-t-il pu apprendre aussi vite et atteindre aussitôt les sommets de l'UFC ? Pourquoi, malgré son talent immense et son statut, le français semble-t-il toujours devoir convaincre davantage que les autres ? Et surtout, jusqu'où ce phénomène français peut-il encore aller dans la catégorie reine du MMA ? Tout simplement, qui est Cyril Gane ? Tout commence le 12 avril 1990 à La Roche-sur-Yon, en Vendée. À la mairie, on inverse le I et le Y. Sur son acte de naissance, ce sera Cyril avec un Y mal placé, une erreur administrative gravée à vie sur sa pièce d'identité. Cyril grandit dans une famille modeste, portée par un père conducteur de car et ancien footballeur en division d'honneur, et une mère employée dans une usine textile. Cyril est très tôt un enfant hyper timide, presque pot de colle, qui a beaucoup de mal à quitter les jupons de sa mère. Et en plus de ça, un événement ne va d'ailleurs pas arranger les choses. À l'école, Cyril fait l'expérience traumatisante d'une maîtresse un peu trop dure qui le renferme encore davantage sur lui-même et provoque chez lui un choc émotionnel jusqu'au point où la parole se brise. Cyril se met à bégayer, un bégaiement lourd et handicapant qui le poursuit jusqu'au collège. Pendant des années, chaque mercredi, il doit avoir un orthophoniste. Cyril bloque sur les mots et plus embêtant encore sur le prénom de son frère David. Alors, il finit par laisser tomber. Il s'empêche de plus en plus de s'exprimer et se mue dans un silence, parce que se taire devient plus simple que parler. Mais là où sa voix flanche, son corps s'exprime. Cyril est à la jonction entre un surdoué et un monstre de la nature. Basket, foot, peu importe le ballon, la discipline, il finit toujours premier partout. Et premier presque sans forcer. Pourtant le sport n'est pas encore un projet de vie. Après un échec en BTS, la réalité le rattrape, celle qui fait prendre conscience que l'argent ne tombe pas du ciel. Dès l'âge de 18 ans, Cyril enchaîne les petits boulots. Il devient éboueur pendant un an pour se payer son permis, puis il tente l'aventure parisienne, et c'est là que la galère commence réellement. À Paris, Cyril vit dans une chambre de 9 mètres carrés, un toit sur la tête qui lui coûte 700 € pour un salaire qui lui en rapporte à peine autant. Alors, pour manger à sa faim, le natif de La Roche-sur-Yon doit faire preuve de ruse. Il va régulièrement donner son sang au centre commercial, moins par acte d'héroïsme que pour le sandwich et la banane qui sont offerts aux donneurs. Le midi, c'est jus de fruits et gâteaux à 90 centimes. Bref, une période compliquée où chaque euro est compté. Et dans ces moments, le plus dur n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais c'est aussi de savoir comment le gérer et comment le faire travailler. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, la plupart des banques ne vous rapportent rien pendant que l'inflation, elle, bouffe votre argent tous les mois. Si vous aussi vous êtes dans ce cas, alors Débloc est la solution qu'il vous faut. Débloc, c'est une néobanque qui vous offre un rendement de 4% par an sur votre compte courant, sans limite ni plafond. Là où le livret A vous donne 1,5%, bah Débloc, c'est 4%. Voilà, aussi simple que ça. Alors, vous me direz, comment c'est possible ? Eh bien, pour les plus sceptiques, sachez que Débloc, c'est l'une des néobanques les plus régulées de France. Ce sont tout simplement les premiers à avoir reçu un agrément MICA délivré par l'AMF, et ils sont aussi directement régulés par la Banque de France. Donc ouais, vous pouvez y aller.
Côté usage, débloque, c'est aussi des virements instantanés gratuits, des cartes Visa Premium, plus de 150 cryptos à acheter et revendre, et le tout réuni dans une seule et même application. Et en plus, ils offrent jusqu'à 500€ une fois que votre compte est actif. Donc si vous voulez tester, vous avez le lien en description, et vous pouvez même utiliser mon code MMA pour profiter de 3 mois de premium offerts. Maintenant, retournons à l'histoire de Cyril Gane. Donc ouais, Cyril enchaîne plusieurs années de galère, mais il finit par trouver une place de vendeur de meubles. Un taf qui paye un peu mieux, il est bon, il a le contact facile, mais pas non plus assez pour que ça en devienne une vocation. Parce qu'en réalité, le destin l'attend ailleurs. En 2014, Cyril a 24 ans, un ami, Danny, l'incite à essayer la boxe thaï, mais le problème c'est que Cyril n'a jamais mis les gants, et en plus de ça, il n'a jamais vraiment aimé la bagarre. Mais il essaye quand même, et là, c'est le choc, il découvre autre chose que la violence brute, un jeu de distance, de timing, de lecture, un jeu presque intellectuel. Et à ce jeu-là, Cyril va très vite comprendre qu'il est différent. Et les résultats arrivent très vite. En seulement 5 mois d'entraînement, Cyril passe professionnel. Et la suite est encore plus dingue. Le Français enchaîne 13 victoires, dont 9 par KO. Il s'offre le scalp de Brice Guidon, ancien champion du monde, puis celui de Yacine Bouganem, le numéro 1 mondial de l'époque. Il lui faudra à peine 2 ans pour conquérir le Muay Thai français, et un peu plus d'1 an supplémentaire pour faire tomber des champions du monde. Mais le Muay Thai ne nourrit pas son homme. Cyril gagne 2000 ou 3000€ par combat, 2 à 3 fois par an. Donc oui, la boxe thaï ne remplit pas vraiment l'assiette. S'il veut vraiment vivre de son sport, Cyril aura besoin d'un plus grand défi et d'une plus grande scène. Ce défi, c'est le MMA qui va le lui amener. Mais pour ça, il lui faut d'abord pousser la porte de la MMA Factory et faire la rencontre de Fernand Lopez. Il ne faudra qu'un entraînement au Français pour convaincre le cofondateur de la salle et coach de Francis Ngannou de le prendre sous son aile. Fernand comprend qu'il a un diamant brut entre les mains, et pour lui c'est une évidence, une certitude, dans 2 ans il l'enverra à l'UFC. Une promesse que Cyril prend à la rigolade, lui qui ne sait à ce moment-là même pas encore ce qu'est une amenée au sol. Mais le Français apprend, et il apprend à une vitesse effrayante. Et quoi de mieux pour parfaire son apprentissage que de mettre directement les pieds à l'étrier. Le 2 août 2018, il s'envole vers le Canada pour l'organisation TKO Major League MMA, réputée pour être diffusée sur UFC Fight Pass, garantissant beaucoup d'expositions pour les combattants et notamment l'opportunité de se faire remarquer par les décideurs de l'UFC. Et là-bas, Cyril fait un carnage. Pour son tout premier combat professionnel, on lui donne directement un combat pour la ceinture des poids lourds du TKO face à Bobby Sullivan à Montréal. Là où beaucoup attendaient de voir si le striker allait tenir le choc au sol, Cyril éteint le suspense. Il verrouille une guillotine et force Sullivan à l'abandon après 1 minute et 42 secondes de combat. Dès son premier fight, le bon gamin remporte la ceinture heavyweight du TKO. Et Cyril n'est clairement pas venu pour faire de la figuration. Il défend son titre une première fois face à Adam Diska, un colosse invaincu qui terrorisait l'organisation. Cyril le démantèle techniquement et l'arrête par TKO au 2e round. Sa deuxième défense face à Roger Souza est une nouvelle démonstration de force. Il le termine encore par TKO au 1er round. Ça fait 3 combats, 3 finitions, une ceinture. Fernand Lopez le sait. Et il avait raison. Son poulain est déjà prêt pour la cour des grands. Mais là où il s'était trompé, c'est qu'il lui aura fallu finalement moins d'1 an. Moins d'1 an pour que le contrat UFC arrive sur la table. Moins d'1 année pour que le vendeur de meubles devienne l'un des prospects poids lourds les plus chauds de la planète. Le 10 août 2019, soit seulement 1 an et 8 jours après ses débuts professionnels, Cyril Gane fait ses premiers pas dans l'octogone, le plus prestigieux du monde. Pour son baptême du feu, l'UFC lui jette Rafael Pessoa, un Golgoth invaincu en 9 combats. Le monde attend de voir si l'enfant de la Roche-sur-Yon va craquer sous la pression de la Ligue des Champions. Mais Gane ne craque pas. Il danse. Il étouffe le Brésilien avec une aisance insolente avant de verrouiller un triangle de bras à quelques secondes du gong. Premier combat, première soumission. 2 mois plus tard, à Singapour, Cyril remonte sur le ring pour affronter Dontel Mays, un pur puncher issu des Dana White Contender Series. Ce soir-là, Cyril livre ce que l'on pourrait sans trop de risques qualifier de masterclass totale. Il frustre son adversaire, le domine debout, impose son rythme et se paye même le luxe de le soumettre avec une clé de talon, une prise rarissime pour un poids lourd, dans les toutes dernières secondes du 3e round. La sanction est immédiate, performance de la soirée et une hype qui explose en France. Le pays commence enfin à comprendre qu'il tient un génie, un poids lourd 2.0, une masse de 115 kg qui se meut comme un poids moyen. En décembre 2019, Cyril boucle son année marathon contre le Canadien Tanner Boser. Face à un encaisseur robuste, le Français doit s'adapter. Pour la première fois de sa carrière, il doit aller jusqu'à la décision des juges. Il l'emporte à l'unanimité après avoir surclassé Boser techniquement. En 3 sorties, Cyril a montré toute sa panoplie. Soumission par le haut, soumission par le bas et gestion tactique sur la durée. La machine est lancée et Cyril semble intouchable. Pourtant, sans qu'il le sache encore, cette ascension parfaite s'apprête à rencontrer sa première résistance, celle de son propre physique.
Alors qu'il est sur cette lancée phénoménale de 3 victoires en 4 mois à l'UFC, le destin lui envoie un crochet qu'il n'avait pas vu venir. Début 2020, c'est le coup de massue, un pneumothorax le clôt au sol. L'opération est urgente, on doit lui ouvrir le thorax pour évacuer l'air, mais le cauchemar ne fait que commencer. En salle de réveil, la situation dégénère. Cyril contracte une infection nosocomiale foudroyante. Ce n'est pas un, mais 3 germes infectieux qui colonisent ses poumons, dont le redoutable staphylocoque doré. Le titan de 115 kg se retrouve perforé de partout, relié à des drains et des perfusions. Pendant 3 semaines et demie, il lutte pour sa survie. Son corps fond, il perd plus de 10 kg en 3 semaines. Et à cet instant, clairement, l'UFC n'est qu'un lointain souvenir. Sa santé devient son seul et unique problème, rappelant cet adage bien connu. Tu peux avoir 1000 problèmes dans ta vie, quand ta santé lâche, tu n'en as plus qu'un seul. Pourtant, le Français s'en sort, il encaisse, tient le coup, et surtout, va revenir beaucoup plus vite que prévu. Malgré les semaines d'hôpital, Cyril reprend l'entraînement, et un an plus tard, en décembre 2020, le voilà de retour pour son premier vrai crash test. En face, Junior Dos Santos, ancien champion UFC et légende vivante du MMA. Le plan est clair, envoyer la légende brésilienne à la retraite. Et ce plan, Cyril l'applique à la lettre. Il livre une partition clinique. Il casse les appuis du Brésilien à coups de low kick, l'empêche de poser son jeu et l'use lentement avant de le foudroyer avec un coup de coude au second round. L'OVNI des poids lourds est bel et bien de retour. S'ensuit une ascension quasi mathématique. En février 2021, Cyril affronte Jairzinho Rozenstruik. Pendant 25 minutes, il neutralise la puissance brute du Surinamais, contrôle l'espace et s'en sort avec une décision unanime. Une performance qui lui vaut pourtant ses premières critiques, des critiques qui viennent d'abord du patron de l'UFC lui-même. Frustré par ce manque de prise de risque, Dana White grince des dents, mais le Français assume. Il reste fidèle à sa philosophie, toucher sans être touché. Un style qui jusqu'ici fonctionne et surtout un style qui rassure sur la durée dans une catégorie aussi dangereuse que celle des poids lourds. 4 mois plus tard, Cyril monte encore d'un cran face à Alexander Volkov, le géant russe de 2 mètres, acceptant cette fois d'aller au charbon debout pour prouver qu'il peut encaisser et dominer le plus grand gabarit de la catégorie. Un pari réussi haut la main. Avec une série de victoires comme on en compte désormais peu, dans une catégorie où un seul coup peut littéralement changer complètement l'issue d'un combat, Cyril Gane se voit offrir une opportunité rare. Combattre pour le titre intérimaire face à la machine à KO américaine d'Eric Lewis. L'enjeu est simple, le vainqueur devient le prétendant numéro 1 au trône nouvellement conquis par Francis Ngannou. Le 7 août 2021, au Texas, devant 18 000 fans hurlant contre lui, Cyril réalise alors le combat le plus important de sa carrière. Et, loin de céder sous la pression, Cyril va livrer une prestation chirurgicale. Fidèle à son style, celui que l'on surnomme bon gamin refuse la bagarre de bar. Il gère la distance, travaille en volume et finit par briser Lewis, tant physiquement que mentalement. L'Américain, frustré et à bout de force, finit par s'écrouler sous les coups à la fin du 3e round. À 31 ans, seulement 3 ans après avoir découvert le MMA, Cyril Gane est sacré champion du monde intérimaire. Il devient le premier Français de l'histoire à porter une ceinture de l'UFC. Mais malgré la victoire, Cyril ne perd pas de vue le seul statut qui compte véritablement à ses yeux, celui d'homme le plus fort de la planète. Le titre intérimaire n'est qu'un jalon sur ce chemin, une première étape vers le Graal, mais qui l'oblige pour aller plus loin, à se confronter à son passé. Parce que oui, s'il veut aller chercher la belt, la vraie, il doit faire face à son ancien partenaire d'entraînement, devenu accessoirement le poids lourd le plus terrifiant de l'UFC, Francis Ngannou. Vu l'enjeu sportif et le contexte entourant les deux hommes, l'UFC n'hésite pas longtemps. Très vite, l'organisation met en place un combat pour l'unification des titres, d'autant que derrière l'affiche, l'histoire a pris des allures de drame familial. Quelques années plus tôt, Francis Ngannou quittait le MMA Factory, un départ brutal et une relation brisée avec son ancien coach Fernand Lopez. Son envol vers les États-Unis est vécu comme une trahison, et la réussite fulgurante de Cyril aux côtés de Lopez ne fait qu'attiser les tensions. Rapidement, les non-dits remontent à la surface, des extraits vidéo privés de vieux sparring entre les deux hommes circulent, des anecdotes s'échangent par médias interposés, Lopez qui affirme que Cyril dominait Francis à l'entraînement, Francis lui parle d'un chaos infligé aux Français. La rivalité dépasse le cadre sportif, il ne s'agit plus simplement d'un combat, mais d'une véritable guerre d'ego et une bataille de récits. Lors de la Fight Week, à Anaheim, la tension atteint son paroxysme et l'UFC y est pour quelque chose. L'organisation joue avec le feu en amenant volontairement les deux clans à se croiser dans les couloirs. Dans une séquence devenue virale, Francis traverse le hall, passe devant Cyril et Fernand, sans un regard. L'ambiance est glaciale. Plus tard, Ngannou expliquera cette attitude par la crainte que ses mots ne soient, une fois encore, déformés ou détournés selon lui, par son ancien coach. Bref, pour la première fois de sa carrière, Cyril Gane aborde un combat avec les bookmakers qui le donnent perdant. Et pourtant, le 22 janvier 2022, dans l'octogone, tout démarre parfaitement pour le Français. Cyril déroule, trop rapide, trop fluide, il gagne les 2 premières reprises face à un Francis sans solution debout. Mais le champion s'adapte, et il sort une arme que personne n'attendait vraiment, la lutte. Malgré un genou blessé, Ngannou utilise son différentiel de puissance et sa technique nouvellement acquise pour plaquer Cyril au sol, round après round. Le Français s'épuise sous cette masse inarrêtable et malgré une dernière tentative de clé de cheville pour renverser la situation, il finit par s'incliner par décision unanime.
Pour la première fois de sa carrière, Bangamin cède. Un combat qui lui échappe sur la durée, à quelques pas du sommet, à quelques pas seulement du toit du MMA mondial. Et ça, il s'en voudra beaucoup. Cyril entre alors dans une phase charnière, une période de reconstruction autant sportive que symbolique. Après la défaite face à Ngannou, il doit réapprendre à gagner, mais aussi à porter ce nouveau statut, celui d'espoir national, constamment scruté. En septembre 2022, c'est lui que l'UFC choisit pour incarner un moment historique, le tout premier UFC Paris, à l'Accor Arena. Une responsabilité lourde, une pression immense. En face, c'est Tai Tuivasa, un cogneur pur, imprévisible et qui encaisse comme un mur. Après un premier round en maîtrise pour le Bangamin, le combat bascule dans la deuxième reprise. Pour la première fois de sa carrière, Cyril est envoyé au tapis. Le temps d'un instant, la salle retient son souffle, mais le Français se relève, il s'accroche à son jeu, refuse la panique et au troisième round, renverse le combat. Il foudroie l'Australien et remporte la victoire par TKO, dans un Accor Arena en explosion. Ce soir-là, Cyril prouve qu'il peut tomber et se relever. Derrière, l'UFC n'attend pas, parce que le timing est parfait, Francis Ngannou est parti, la ceinture est vacante, et l'heure est venue de sacrer un nouveau roi. Et pour ça, l'organisation convoque une légende, John Jones, l'homme qui a terrorisé plusieurs générations entières, de retour après plusieurs années d'absence et une préparation sans fin pour sa montée en poids lourd. L'occasion est rêvée pour le Français qui affronte l'un, si ce n'est le plus grand de ce sport, pour une seconde chance au titre. L'affrontement est programmé pour mars 2023 à Las Vegas. Cyril, fidèle à lui-même, aborde la semaine du combat avec calme, trop de calme, diront certains. On le voit jouer à la console avec ses proches, faire des chœurs en conférence de presse, bref, le bon gamin qui porte bien son nom. Mais cette attitude ne plaît pas à tout le monde, à commencer par Jones lui-même, qui y voit un manque de sérieux. Et malheureusement, la sentence sera d'autant plus brutale. Dans la cage, le combat ne dure que quelques minutes. Jones impose immédiatement sa lutte, amène Cyril au sol et le soumet dès le premier round. Le Français n'a littéralement pas eu le temps d'exister. Une défaite humiliante pour le bon gamin qui clairement est passé à côté de son combat. Et avec cette défaite, un basculement, quelques minutes de combat, une opportunité ratée, et l'idole nationale devient la cible de tous. Le Français subit un déferlement de haine sans précédent. Pour les uns, surcoté, pour les autres, une fraude. Dans la rue, certains se permettent même des remarques déplacées, des leçons non sollicitées. Cyril, habituellement hermétique aux critiques, finit par couper ses réseaux sociaux. Il le dira lui-même, aussi dans le but de préserver ses filles, protéger sa famille. À ce moment-là, clairement, nombreux sont ceux qui auraient douté, voire même disparu des radars. Mais lui choisit de revenir là où il est le plus attendu, à Paris. En septembre 2023, face à l'ours moldave Sergei Spivak, Cyril joue bien plus qu'un combat. Il doit répondre à une question devenue obsédante. Est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Est-ce qu'il a notamment amélioré son sol? Et la réponse est sans ambiguïté. Cyril contrôle la distance, neutralise chaque tentative de lutte, impose son tempo. Au deuxième round, il accule Spivak contre la cage et déclenche une rafale de frappes qui pousse l'arbitre à intervenir. Le natif de La Roche-sur-Yon renoue avec la victoire, et de la plus belle des manières. Pourtant, la tempête médiatique ne s'arrête jamais vraiment, car Cyril est aussi un athlète de son époque. Entre deux camps d'entraînement, le Français développe son image, il apparaît à travers le grand écran, dans le film KO sur Netflix, où il incarne Bastien, un rôle de protecteur qui résonne avec sa propre force tranquille. Il s'investit sur sa chaîne YouTube, collabore avec des créateurs de contenu, participe à des émissions à forte audience. Et forcément, tout ça alimente encore la discussion. Certains trouvent ça cool, moderne, différent, quand d'autres y voient là juste la preuve flagrante d'un manque de focus et de motivation dans un sport où, on le rappelle, le succès se mesure aussi à la détermination et le cœur qu'on y met. Bref, cette tension-là, persistante depuis quelques années maintenant, elle va atteindre son paroxysme avec l'ascension parallèle d'un Anglais, Thomas Spinal. Nouveau prodige de la catégorie, le Britannique multiplie les provocations envers son voisin outre-Manche et les call-outs publics. À plusieurs reprises, l'UFC évoque le choc, mais Cyril temporise. Il ne veut pas d'un combat, juste pour la hype. Il vise le titre, il pense timing, stratégie. Il a aussi ses engagements en dehors de la cage, sa gestion de carrière à long terme. Pour le public anglais, ça passe pas. Clairement, Cyril est selon lui en train d'esquiver sa nouvelle coqueluche, par peur. Bref, c'est dans ce climat tendu que se prépare la revanche contre Alexander Volkov. À l'UFC 310, le 7 décembre 2024, Gane remonte dans la cage face aux Russes, après 15 mois d'absence. Mais la performance du Français sera cette fois-ci bien loin des récitals auxquels il nous a habitués. Le combat est serré, bien plus que prévu, et se conclut sur une décision partagée que beaucoup jugent même controversée. Gane l'emporte, mais repart avec une victoire qui sonne creux. Il pourra quand même se féliciter d'avoir combattu et gagné avec une blessure au pied qui l'a handicapé dès la première minute. Après cette victoire en demi-teinte contre Alexander Volkov, Cyril s'éloignera des projecteurs pendant presque une année entière. Mais dans l'ombre, le Français travaille. Exit le bon gamin, trop poli. Le clan Gane sait que la prochaine chance sera probablement la dernière. Pendant ce temps, le paysage des poids lourds change radicalement. John Jones finit une énième fois par prendre sa retraite et laisse Thomas Spinal, le champion par intérim, devenir le roi incontesté de la catégorie. L'Anglais est un météore, rapide, complet, dévastateur pour la grande majorité. Aspinall est le futur, il est l'avenir des poids lourds, là où Cyril traîne quant à lui une étiquette plus lourde. Celle du génie tactique, du virtuose certes, mais du virtuose qui échoue à chaque fois dans les grands moments, là où tout se joue.
Mais Cyril Gane a heureusement le classement qui parle pour lui, car malgré les revers face aux champions, il a toujours su rebondir et rester au sommet de la hiérarchie. Installé à la première place des contenders, il est évident sportivement qu'aucun autre nom ne s'impose avec autant d'évidence pour défier le nouveau roi de la catégorie. Alors, la confrontation s'avère inévitable. Une confrontation qui plus est intrigue et déchaîne les passions, tant elle oppose deux représentants majeurs de la nouvelle ère des poids lourds, avec en toile de fond un duel France-Angleterre. Les fans le réclament, le sport le veut, et l'UFC officialise finalement l'affiche pour son 321e événement numéroté, programmé le 25 octobre 2025 à Abu Dhabi. Dès les premières secondes, le combat tient ses promesses, mais c'est surtout un homme qui se démarque rapidement. Et il est français. Malgré l'enjeu et le défi sportif auquel il fait face, Gane aborde le combat avec une sérénité à laquelle il nous avait plus habitués. Et surtout face à l'homme le plus dangereux de la catégorie, il est en contrôle. Il occupe le centre et un peu son jab précis et répété qui touche rapidement le nez d'Aspinal et le fait saigner. L'anglais cherche à raccourcir la distance, envoie des kicks appuyés, tente de casser le rythme, mais Cyril contrôle les échanges. Il esquive, contre et garde tout le temps une demi-seconde d'avance. Il défend même avec une facilité déconcertante la tentative d'amener au sol du champion. Le français est littéralement en train de livrer l'un des rounds les plus aboutis de sa carrière. Et pourtant, la soirée va basculer bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. À 25 secondes de la fin du premier round, dans un échange de kicks, Gane tend sa main avant pour maintenir la distance, et dans le mouvement, ses doigts s'enfoncent dans les yeux d'Aspinal. L'arbitre intervient pour stopper l'action, le médecin est appelé dans la cage, les minutes passent, l'examen se prolonge. Finalement, la décision tombe. Aspinal ne peut pas continuer. La question est laissée en suspens. En tout cas lui, le combat est déclaré no contest. Une issue d'autant plus frustrante pour Cyril qui maîtrisait les débats et disputait là sa 3e opportunité mondiale. Une issue qui déclenche dans le même temps une vague de réactions à travers le monde. Partout, la séquence passe et repasse en boucle. Les ralentis sont disséqués image par image, les angles décortiqués et chacun y va de son avis. En fait, deux camps se forment. Il y a ceux qui estiment que l'arrêt d'Aspinal est légitime et qu'à ce niveau d'enjeu, combattre avec un œil endommagé est irresponsable, aussi bien sportivement que médicalement. D'autres, en revanche, préfèrent regarder la dynamique du combat, un premier round compliqué pour l'anglais qui aurait simplement saisi une porte de sortie. Si l'intention ne peut évidemment pas être prouvée, la communication d'Aspinal va en tout cas alimenter le malaise. Il s'en prend à Cyril Gane avec beaucoup de virulence, ses prises de parole sont très émotionnelles, parfois contradictoires, un discours maladroit qui entretient finalement encore plus le doute. Pourtant, début 2026, le débat prend une autre dimension. On apprend que les séquelles sont sérieuses. Aspinal doit subir une intervention chirurgicale pour réparer des lésions cornéennes et traiter une diplopie, une vision double persistante. En février 2026, il confie même en interview ne pas savoir s'il pourra revenir au plus haut niveau. Pendant ce temps, dans la cage d'Abu Dhabi, l'image reste celle de Cyril Gane à genoux, dévasté, parce que pour la 3e fois, l'opportunité mondiale lui échappe, cette fois dans un scénario totalement inattendu. S'il porte évidemment une part de responsabilité dans le geste, une partie des médias, notamment au Royaume-Uni, lui colle injustement une étiquette de combattant dangereux, de combattant sale, entre guillemets. Un nouvel épisode qui finalement s'inscrit presque dans la continuité de son parcours, car rien dans la trajectoire de Cyril Gane n'a jamais été parfaitement linéaire. Depuis la Roche-sur-Yon jusqu'aux plus grandes arènes du monde, son parcours a toujours été marqué par un contraste permanent, une douceur apparente dans un sport brutal, une élégance technique dans une catégorie dominée par la puissance, une intelligence de combat là où beaucoup ne voient que la force. Il n'a jamais été le plus bruyant, le plus provocateur, jamais le plus spectaculaire dans la mise en scène, mais dans la cage, il a imposé une autre idée du poids lourd moderne. 3 fois, le sommet lui a échappé, une fois sur la durée, une fois en quelques minutes, une fois dans un scénario inachevé. Pourtant, malgré ses revers, il est toujours resté au sommet du classement, toujours présent, toujours légitime, toujours dans la conversation. Au fond, ce qui distingue vraiment Gane, ce n'est pas seulement le talent indéniable, ni même la vitesse de son ascension, ni même sa mobilité rare pour un poids lourd. En fait, en réalité, sa force, c'est surtout sa capacité à absorber les coups, parfois invisibles. La maladie, la pression nationale, les critiques, l'exposition médiatique, les soupçons après la hypoque, les étiquettes qu'on veut lui coller sans nuance. À chaque fois, il encaisse, à chaque fois, il revient. Et ce n'est sans doute pas un hasard si au moment même où beaucoup voulaient refermer le chapitre, l'actualité l'a immédiatement replacé au centre du jeu. Le 14 juin 2026, Cyril Gane doit affronter Alex Pereira sur la carte événement de la Maison Blanche pour la ceinture intérimaire des poids lourds. Une affiche immense, inattendue, presque irréelle, qui rappelle qu'en dépit des revers, du vacarme autour de son nom et des récits qu'on a parfois voulu écrire à sa place, il est toujours là, toujours debout, toujours dans la course. Et peut-être que c'est cela au fond, l'ultime épreuve chez un combattant de MMA, qui plus est en poids lourd, ce n'est pas seulement de frapper plus fort que les autres, mais rester debout quand le récit collectif décide de vous faire tomber. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, et surtout à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et comme toujours, dites-moi en commentaire le nom du prochain athlète dont vous souhaiteriez connaître l'histoire en détail. Les amis, vous m'avez manqué, hâte de se retrouver pour une nouvelle vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.